Voilà. Ça commence bien. Très bien. Ben, je vous remercie d'avoir rejoint la scène. Écoutez, vous me connaissez un petit peu, voilà, pour certains d'entre vous. Maintenant, je voudrais quand même aller un petit peu plus loin avant d'entamer notre rencontre. Le conseil d'administration m'a effectivement nommée ce matin directrice générale de l'EPF à compter du départ de Charles, et je voulais remercier les administratrices et les administrateurs ainsi que le président Philippe Alpi et puis Charles également pour les moments qu'on passe ensemble, et puis évidemment toute son équipe, la belle équipe de l'EPF du Doubs. J'avoue que c'est une fierté pour moi de pouvoir contribuer aux synergies qui sont nécessaires au développement stratégique et territorial de cette EPF, d'assurer la promotion de l'établissement, évidemment, sa pérennité face aux enjeux actuels, et on va en parler, et de rechercher la qualité et la performance dans le service qui sera rendu au territoire et aux élus. Donc vous découvrirez ensemble que... Oui. Oui. Je vous en prie. Il a porté cette semaine quelque chose qui nous tient à cœur pour l'ensemble des membres du conseil d'administration national des EPFL, l'accès aux communes isolées, mais il nous en parlera plus tard, de pouvoir accéder à l'EPF. Je m'en tiens là. Excuse-moi Sylvain. Je t'en prie. J'ai été directrice d'un EPF encore tout récemment. Alors vous en rendez compte, j'ai pas l'habitude d'animer une table ronde, mais par contre Charles m'a demandé gentiment de le faire. Moi j'ai dit ok patron, on y va, on fait comme ça. Bon, en tout cas vous comprendrez que mes valeurs à moi, c'est celles qui vont faire la continuité. C'est le terrain, l'humain, le concret et puis les équipes. Alors sans plus attendre, parce qu'on va faire connaissance ensemble. Sans plus attendre, je vous propose d'aborder ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire les enjeux fonciers de l'adaptation des territoires soumis aux risques climatiques, et notamment en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, vous m'arrêterez, mais selon le rapport 2024 du ministère de la Transition écologique, le défi écologique actuel se concentre sur 4 enjeux majeurs: le climat, la biodiversité, la pollution et les ressources naturelles. Et parmi eux, le changement climatique retient l'attention. Pourquoi ? Parce que ces effets sont les plus perceptibles d'ailleurs aujourd'hui, ces canicules, et c'est annoncé comme tel. Personne n'ignore en effet la hausse de la température, de moyenne en France de plus 1,9 degré entre 2013 et 2022, la hausse moyenne du niveau des mers et des océans, les phénomènes de canicule, nous y sommes, la sécheresse, les incendies, les inondations, les précipitations intenses, les ruissellements, les mouvements de terrain, les avalanches, le tout aggravé par l'artificialisation des sols. Ces événements climatiques désormais extrêmes affectent profondément les populations et les secteurs économiques, nos infrastructures, la biodiversité et nos ressources. L'adaptation devient donc un enjeu vital pour limiter ces impacts et assurer la résilience de nos territoires. Et vous nous en parlerez en termes de résilience. Et c'est bien vous, mesdames et messieurs les élus, qui êtes en première ligne. C'est pourquoi il nous a semblé aujourd'hui intéressant d'explorer avec vous, au travers ces regards croisés de nos 4 experts, d'insister sur le changement climatique sur les territoires et de ses impacts, la nécessaire intégration des données climatiques dans les politiques locales et les actions concrètes, ce qui risque de vous intéresser, pour assurer la résilience de nos territoires. Alors, nous avons la chance d'avoir autour de nous 4 grands témoins qui chacun apporteront leur expertise précieuse dans ces domaines sur ce sujet. Je vous présente Marie Dessabres, qui est adjointe au chef du groupe Territoire et Transition au CEREMA, agence d'Autun, qui nous parlera des initiatives locales en matière de transition territoriale. Nicolas Mourlon, directeur général de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui nous fera l'honneur de partager son expertise sur les enjeux de l'eau dans le contexte du changement climatique. Olivier David, directeur régional de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, qui nous apportera son éclairage sur les politiques régionales en matière de gestion des risques climatiques. Et enfin, monsieur Philippe Amiot-Suchet,
Enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne-Europe, laboratoire biogéosciences spécialisé dans les mécanismes de changement globaux, climatiques et anthropiques et leurs impacts et interactions avec l'environnement, la biodiversité et la société. Monsieur Mourlon, je vous propose, si vous le voulez bien, de vous donner la parole. Auriez-vous en premier lieu la gentillesse de préciser et en préambule les prérogatives de l'Agence de l'eau pour fixer un petit peu le contexte dans lequel vous évoluez. Et puis ensuite, on serait très intéressé par votre constat en matière de dérèglement climatique et nous le serions également de vos préconisations en matière d'adaptation au changement. Ça doit pouvoir marcher. Bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Mourlon, directeur général de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse. Je salue l'ensemble des participants, monsieur le sénateur, monsieur le président, Philippe. C'est sympa d'avoir pensé à nous et de m'associer à vos travaux. Pour moi, ça me fait rajeunir un petit peu. J'avais envie de dire ça parce qu'il y a une quinzaine d'années, je travaillais dans une administration centrale qui s'appelle la DGLN, la DHUP. Et on menait les discussions préalables à la loi Allure et à la loi de mobilisation du foncier public. Et donc j'ai eu à cette époque de nombreux échanges avec la Fédération des établissements publics fonciers locaux et avec les EPF d'État également pour préparer ces différents textes. Et pourquoi je parle de ça, c'est parce que à l'époque je ne connaissais pas, je venais d'autres administrations et j'ai découvert des administrations, des outils au service des politiques publiques dans plusieurs domaines qui pouvaient apporter à la fois de la performance, de l'action et surtout cette petite transition entre la prise de conscience qu'il faut faire quelque chose et la capacité à faire. Il y a un moment entre les deux où il faut pouvoir maîtriser le foncier, il y a un pas de temps important pendant lesquels des outils type EPF, notamment EPF locaux, est absolument indispensable. Et après, dans ma carrière, moi, j'ai été 6 ans directeur d'une DDT dans le Val d'Oise, où le travail avec les EPF était extrêmement important sur des sujets comme la rénovation de copropriété, la production de logements, la rénovation urbaine. C'est un point important. Aujourd'hui, je suis directeur de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse. L'Agence de l'eau, c'est assez simple comme objet social. On collecte une redevance sur tous les usages de l'eau. Et avec cette redevance, on finance des projets qui prennent soin de l'eau en tant que patrimoine commun de la nation, c'est le titre de la loi, et qui prennent soin de toutes les rivières, pour mon ressort géographique, qui vont vers la Méditerranée. Donc ici commence la Méditerranée, je dis souvent, c'est-à-dire qu'on part des Vosges, hein, les sources de la Saône sont dans les Vosges, et on couvre tout le territoire jusqu'à Perpignan, Nice, et également sur l'île de Corse. Et pourquoi, quand je passais au début par une entrée en disant la question de la maîtrise foncière et l'outil établissement public foncier, en quoi, pour nous, à l'Agence de l'eau, ça nous parle et en quoi ça va nous apporter quelque chose, c'est le point que vous me demandez de développer, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer en matière de changement climatique. Plein de chiffres, hein, on ne peut pas ouvrir une chaîne sans que des chroniqueurs nous expliquent tout ce qui est en train de se passer. Je vais vous donner un chiffre, peut-être ne sort pas très souvent, mais qui est celui qu'on a tiré des travaux sur le plan de bassin d'adaptation au changement climatique l'an dernier, enfin il y a 2 ans, qui a été mené par le président du comité de bassin et le comité de bassin dans son ensemble, son président Marcel Sadier, qui a montré une chose, c'est la question de la disponibilité en eau. C'est-à-dire que le changement climatique aujourd'hui change beaucoup la question de disponibilité en eau. Vous voyez un paradoxe en ouvrant votre télé aujourd'hui. L'île-et-Vilaine, ils ont pris 1000 mm d'eau pendant l'hiver, ils étaient sous l'eau, et là en ce moment ils disent ils sont secs, ils n'ont rien. Alors on dit souvent c'est parce qu'ils n'ont pas de nappe et tout. C'est un peu plus complexe que ça. Aujourd'hui, le changement climatique crée, en gros, vous avez le même volume de précipitations sur le territoire chaque année, mais vous l'avez à des périodes différentes et vous avez une température ambiante différente qui fait que l'évapotranspiration va augmenter de manière très importante, plus importante que le ressenti en température, et créer un problème de disponibilité en eau. Et après, je viendrai pourquoi le foncier est important là-dessus. Si vous voulez retenir un chiffre, la disponibilité en eau sur l'ensemble du territoire français entre les années 90 en moyenne et les années 2020 a baissé de 30 milliards de mètres cubes.
on en consomme 35 chaque année. Vous regardez tous les chiffres, les usages de l'eau en France, c'est 35 milliards de mètres cubes. Et bien, en moyenne, la baisse de disponibilité en eau entre les années 90 et les années 2020, c'est le rapport sur l'état de l'environnement qui vous le dit, qui a été publié en mars, on est passé de 229 à 198, on a perdu 31. Donc, ce n'est pas que le changement climatique, il y a aussi eu des années plus sèches que dans des périodes, il y a d'autres choses. Mais retenez qu'en gros, on a consommé, on a perdu en disponibilité en eau l'équivalent de nos usages annuels. Donc, ça veut dire qu'il faut penser aujourd'hui la disponibilité en eau comme une vulnérabilité, et pour ceux qui ont fait des risques, je boucle avec les risques, comme un aléa, pardon, et face à un aléa, il faut réduire notre vulnérabilité. Sinon, on a un risque. Les matières d'inondation, c'est les mots que vous utilisez. Et la façon de réduire notre vulnérabilité, une des façons, va être de faire en sorte qu'une goutte d'eau qui nous arrive par la précipitation, elle remplit plus de bénéfices, elle reste plus longtemps sur notre territoire, elle fait plus de chemin qu'une rivière, au lieu d'aller tout droit, comme pendant des années on a voulu faire pour drainer nos sols, pour évacuer l'eau, eh bien, elle va plutôt méandrer à l'intérieur de son espace de bon fonctionnement, c'est le mot qu'on utilise, pour pouvoir être plus longtemps sur notre territoire, être ralentie et qu'elle circule quand même, qu'elle soit plus fraîche. Et donc, l'enjeu aujourd'hui foncier qu'on a dans tous les territoires, qui existe depuis quelques années, qui est arrivé dans les années 2000 par le sujet maîtrise, prévention des inondations, devient un sujet qui touche les inondations, mais également la sécheresse. Comment est-ce qu'on arrive à redonner à la rivière plus de territoire, plus d'espace pour reméandrer? Ça suppose, déjà tout bêtement, une acquisition foncière, bien souvent, mais ça peut supposer d'autres éléments, comme des fois on a des décharges le long de ces points qui forment des points durs. Et donc du coup, des fois, il faut intervenir pour acquérir et arriver à aider la collectivité à enlever cette décharge. Donc c'est toute action foncière aujourd'hui qui va permettre à la rivière d'avoir plus d'espace, plus de trucs, plus de terrain pour arriver à améliorer ses gouttes d'eau. Un peu comme si vous étaliez un peu plus la pommade hydratante sur la peau qui a tendance à sécher avec l'âge. Voilà, c'est un peu ce genre d'image qu'on doit faire. Et ça, c'est important d'aller sur ces outils. Il y en a d'autres du foncier, on pourra y revenir après, comme par exemple la préservation autour des captages, sur la qualité de l'eau, ou pour la restauration de la biodiversité, qui est un sujet important qui vous préoccupe aussi. Et je souhaitais vraiment attirer sur la question du changement climatique et de l'impératif finalement de redonner à nos rivières sur leur espace. Et donc d'avoir des stratégies foncières, soit en amont à titre préventif, soit en post-crise, en fonction des cas. Oui, alors... ou quelles seront plus spécifiques les initiatives de l'Agence de l'eau en la matière? Alors, nous, Agence de l'eau, pardonnez-moi, effectivement, j'étais parti dans ma donc, là, d'ailleurs, vous voyez une image, c'est Souhaite sur la Loue. Vous avez plusieurs images de ce que peut être l'espace de bon fonctionnement, alors en situation de crue, et puis vous avez une image vue du ciel qui montre bien ces méandres, et puis tout un espace un peu plus méandré, avec un peu manifestement plus d'humidité qui correspond à cet espace. Et l'idée, c'est vraiment de redonner un maximum à la rivière ce terrain. Nous, Agence de l'eau, je disais tout à l'heure, on récolte une redevance sur les usages, on finance des projets. Les projets peuvent être des projets de maîtrise foncière. Donc on peut être l'apporteur de financement pour faire la maîtrise, afin de faire un projet de restauration. Nous, notre maîtrise foncière, elle est liée à un projet de restauration. Dans quelques mois, je vais t'inviter sur la restauration du marais de Chambly. Enfin voilà, et puis j'étais sur la morte d'Autelan il y a quelques mois, enfin il y a même une année, pour une restauration d'annexes hydrauliques sur un cours d'eau. Donc en fait, nous, on peut intervenir financièrement pour aider une collectivité qui aura un projet qui ensuite pourrait s'appuyer sur un établissement public foncier pour assurer le portage. Enfin, voilà, on est sur des mécanismes comme ça d'optimisation financière. Ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, c'est l'importance de l'établissement public foncier. Un des rôles, c'est que la collectivité peut avoir une idée, écrire un récit. Il y a un moment, il y a un temps de réalisation. Et pendant ce temps de réalisation, il est important d'avoir une aide, un auxiliaire qui va permettre
sans doute d'acquérir le foncier progressivement, parce qu'une DUP, ça ne se claque pas comme ça quand il y a une DUP, et ça ne trouve pas tous ces effets tout de suite. Donc pendant ce temps-là, d'arriver à acquérir progressivement pour pouvoir enclencher le projet dans la foulée. Et donc c'est gérer ce pas de temps-là où on a, au-delà de gérer le financement avec l'Agence de l'eau et avec vous, il y a la question de la gestion de la dynamique et du récit qui est importante et sur laquelle on intervient. Et je crois qu'on aura des exemples de réalisation par les EPF, alors locaux, évidemment, hein, puisque certains dans la salle aussi ont participé à certaines opérations, soit à titre préventif, soit en gestion post-crise. Et je pense que le rôle des EPF, quels qu'ils soient, sont absolument essentiels. Merci, Monsieur Mourlon. Monsieur David, puis-je vous demander de préciser en préalable, si vous le voulez bien, le rôle de l'ADREAL en matière de prévention des risques naturels et plus particulièrement inondations, et puis tout ce qui va être inclus en fait dans les politiques locales en matière de gestion des risques. Alors, merci beaucoup. Effectivement, l'ADREAL, c'est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. C'est ce service de l'État qui se pense avec les directions départementales des territoires. C'est un peu, on pense ensemble, DREAL et DDT, c'est les services qui sont au service des collectivités, au service des territoires, sur tous les sujets de gestion des risques, d'aménagement, de logement, de transport, tous ces sujets qui sont majeurs pour la vie quotidienne de nos concitoyens et pour adapter les territoires, notamment au changement climatique. C'est vrai que Nicolas l'a très bien dit, on voit dès maintenant l'impact du changement climatique. On le voit sur l'eau en termes de disponibilité de la ressource, mais aussi en termes de risques, risque de sécheresse, risque d'inondation, inondation par débordement, mais aussi de plus en plus par ruissellement, mais aussi toute une série de risques, les vagues de chaleur, on le voit cette semaine, tout ce qui est retrait-gonflement des argiles, feux de forêt. On a toute une série de risques qui touchent directement notre région. Et la mauvaise nouvelle, c'est que les risques qu'on vit à l'heure actuelle, on en est juste qu'au début. On est sur un réchauffement global de en gros 1,4 degré. On va atteindre sans doute les 1,5 degrés au niveau mondial d'ici 2030. Et il faut se préparer, malgré tous les efforts qui doivent être faits pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, il faut se préparer à une augmentation du réchauffement climatique. C'est tout l'objet du plan national d'adaptation au changement climatique qui a été rendu public par le gouvernement en début d'année sur comment est-ce qu'on s'adapte à ce changement climatique avec une trajectoire de réchauffement. L'objectif, c'est de s'adapter à une augmentation de température en France de 4 degrés à la fin du siècle. Ça veut dire qu'il faut penser ce changement climatique non pas en statique, non pas comment on s'adapte dès maintenant, aux impacts maintenant, mais comment on va s'adapter à cette trajectoire d'adaptation au changement climatique dans une adaptation dynamique. Et tous les sujets d'aménagement, d'occupation du territoire sont absolument majeurs dans cette adaptation au changement climatique. Ce qui est majeur aussi, c'est qu'on a beau avoir un plan national, le vrai sujet, il est local. D'ailleurs, quand on regarde le plan national, je ne vais pas dire qu'il est un peu creux, mais il est très général. Parce que les vraies actions, elles ne se font pas au niveau national. Je dirais que même elles ne se font pas au niveau régional. Elles se font au plus près des territoires. C'est là qu'on fait les actions liées au changement climatique. Et donc la méthode qu'on met en œuvre, c'est celle de notre COP territorial, et dans lequel, vous savez qu'on a eu une première étape régionale avec une feuille de route régionale, mais on va se concentrer sur le sujet de l'adaptation dans l'année qui vient, au plus près des territoires, et c'est le sens des forums territoriaux qu'on organise partout dans la région avec les DDT. Il y a eu cette semaine le premier forum territorial dans le territoire de Belfort, et il y en aura un dans chaque département. Et ce sujet de l'adaptation, de comment est-ce qu'on pense le territoire dans cette trajectoire d'adaptation au changement climatique est absolument majeur. Et
on voit qu'on a toute une série de sujets sur l'aménagement, comment est-ce qu'on aménage l'espace, notamment face aux risques, avec les risques qui changent, face à la disponibilité en eau, face aussi à des sujets peut-être plus, par exemple, comment est-ce qu'on pense les activités. Par exemple, on voit que sur les sujets qui sont très présents dans notre massif du Jura, de présence de neige ou pas, on voit que le fait qu'il y ait moins de neige, voire parfois des hivers sans neige, change aussi la façon dont on pense l'aménagement du territoire, dont on pense les activités économiques. Sur la ressource en eau, on a par exemple un vrai sujet dans le Nord-Franche-Comté, là où on a un gros sujet de ressources en eau. Quand on discute avec les industriels qui veulent s'implanter et qui ont besoin de ressources en eau très importantes, la question qu'on va se poser avec eux, c'est comment est-ce qu'ils adaptent leur process industriel, comment ils le pensent différemment pour faire face à cette ressource en eau qui est fragile et qui va diminuer dans les années à venir. Donc on voit que le changement climatique a un impact sur énormément de sujets. Merci, Monsieur David. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu les outils qui sont au service des territoires, justement, pour ce faire? Les outils, je dirais le premier outil, et celui qui est à la base de tout, c'est la connaissance de l'aléa. Nicolas en parlait dans son intervention. Il faut qu'on connaisse mieux les aléas. Alors, il y en a qu'on connaît bien sur les risques d'inondation par débordement, même si le changement climatique va amplifier des phénomènes. Mais il y a des aléas qu'on connaît moins. Je pense par exemple aux aléas sur les feux de forêt. Je pense, beaucoup ont été surpris quand il y a eu ces grands feux de forêt dans le Jura l'été 2022. Dans le 23, oui, 23, l'été 2023. C'est Laurent qui me souffle mal. Dans lequel on a été surpris et dans lequel on a lancé tout un travail avec les DDT de cartographie de l'aléa pour mieux le connaître. On a le sujet aussi sur l'aléa, sur le ruissellement. Là aussi, on est sur un phénomène qui était peu présent et qui va augmenter à cause du changement climatique. Donc on a ce sujet important de connaissance de l'aléa qu'il faut qu'on travaille. Ensuite, on a tous les sujets de comment est-ce qu'on pense l'aménagement, quelles mesures on met en œuvre. Et là, on dispose de toute une série d'outils, notamment d'outils financiers, avec le fonds Barnier, avec le fonds vert, qu'il faut qu'on mobilise pour pouvoir, je dirais, soutenir les actions dans l'adaptation à l'aléa. Et enfin, il y a un outil qui est pour moi particulièrement important et qu'il faut qu'on développe, c'est la culture du risque. On voit que dans la gestion de beaucoup d'épisodes de risques, ce qui manque, et ce qui est peu présent dans notre région, c'est le sujet de la culture du risque. Vous savez que par exemple, il y a un système d'information dans lequel l'État informe les maires et informe les collectivités sur les inondations qui vont arriver. Dans notre région, il y a seulement 10% des maires qui sont abonnés et qui reçoivent les alertes. C'est-à-dire que 90% des maires ne reçoivent pas les alertes de l'État sur les inondations qui vont venir. Et également, la population souvent ne sait pas réagir à un risque d'inondation, un risque d'inondation par débordement, par ruissellement, des risques de feux de forêt. Et on voit que savoir comment est-ce qu'il faut réagir face au risque, quel risque peut exister et comment est-ce qu'il faut réagir, souvent c'est des choses extrêmement simples, mais c'est des actions qui permettent de sauver des vies de façon très simple. C'est pas coûteux, c'est juste connaître le risque, savoir comment réagir de façon simple, et c'est ces gestes-là aussi qui sauvent des vies. Alors, quand on dit que seuls 10% des maires reçoivent les alertes, comment y remédie-t-on ? Alors, c'est là où c'est une de nos priorités de nos forums territoriaux et une priorité de cette année, l'idée c'est d'aller vers les territoires pour pouvoir présenter les risques et présenter ces actions. Alors, on a des actions régionales. Je vous invite tous à un séminaire qu'on fait sur les risques d'inondation le 30 septembre à Châtillon-sur-Seine, dans lequel ces sujets seront au cœur de notre séminaire inondation. Mais au-delà de ça, avec les DT, on va travailler avec chaque collectivité
Notamment, c'est une action qu'on prépare, qu'on va faire dans nos forums territoriaux. L'idée, c'est de rencontrer individuellement chaque président de PCI pour pouvoir travailler avec lui sur les risques dans son territoire, la culture du risque, et comment est-ce qu'on arrive à penser ces risques pour pouvoir, je dirais, faire face aux risques et le traiter. Merci. Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous commenter un petit peu la cartographie que vous nous avez apportée? C'est une cartographie, enfin, c'est sur les programmes d'action de prévention des inondations, donc ce qu'on appelle les PAPI. Cette carte, elle vous montre que le risque, il est présent, ce risque d'inondation, il est présent dans énormément d'endroits dans la région, souvent dans des territoires qui ne correspondent pas à des périmètres géographiques, à des périmètres administratifs, je veux dire. Ça recouvre plusieurs EPCI, ça s'étend sur plusieurs départements, et c'est au sein de ces territoires dans lequel la collaboration des acteurs au sein des territoires est vraiment la clé pour mettre en œuvre des actions. Et l'État est là pour les accompagner en termes financiers, notamment grâce au financement de l'Agence de l'eau, qui apporte beaucoup de financement sur ces sujets. Souvent, j'ai envie de dire, le sujet, mais on le voit aussi sur les solutions posées sur la nature, sur tous ces projets, souvent, ce n'est pas le sujet financier qui est le sujet le plus important. Même si on a souvent tendance à dire l'argent est le nerf de la guerre, sur tous ces sujets, je pense que ce n'est pas l'argent le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est la coopération territoriale, c'est des acteurs qui se mettent ensemble, collectivités, je dirais propriétaires, entreprises, services de l'État, qui arrivent à se mettre ensemble pour construire un projet collectif. Une fois qu'on est convaincu du projet, qu'on arrive à construire un projet, les financements sont là, notamment grâce à l'Agence de l'eau qui finance souvent, parfois à 80%, un grand nombre de projets. Et donc le plus compliqué, c'est de mettre en œuvre les projets, de construire les projets, plus que des sujets de financement dans lesquels il y a des financements très importants qui sont apportés. Merci, Monsieur David. Madame De Sabre, vous travaillez au CEREMA. En quelques mots, est-ce que vous auriez également la gentillesse de nous préciser un petit peu l'activité du CEREMA, notamment au titre des préventions des risques, puisqu'on sait que ça recouvre quand même un large spectre, et puis nous indiquer comment vous accompagnez les élus locaux dans l'intégration au sein des politiques locales de l'ensemble de ces données climatiques. Bonjour à tous, je suis donc Marie De Sabre. Je fais partie du CEREMA, de l'agence du CEREMA située en Bourgogne-Franche-Comté à Autun. Donc notre direction est quand même basée à Bron, donc à côté de Lyon. Voilà, je suis chargée également d'études pour les ouvrages hydrauliques, donc tout ce qui est barrages et digues, donc plus la problématique inondation en ce qui me concerne. Le CEREMA lui-même est un centre d'expertise voilà, sur diverses thématiques. On a de la mobilité, de l'aménagement de façon générale, des infrastructures et des risques naturels. Pour ce qui est des risques naturels, on a plusieurs spécialités qui peuvent aller des risques gravitaires, des chutes de blocs, etc., des glissements de terrain, des choses comme ça, y compris donc la problématique inondation via de l'ingénierie sur des ouvrages locaux, etc. On a également une activité qu'on développe de plus en plus qui est ce qu'on appelle de l'expertise intégrée, c'est-à-dire faire en sorte de mettre en dialogue les différentes expertises, les différents besoins sur un territoire ou sur un projet, afin d'avoir une vision plus globale, plus holistique d'une seule problématique, et de lier et les élus ou les populations locales dans les problématiques qui sont liées à ces projets d'aménagement, par exemple. De façon très pratique, on a plusieurs solutions qui sont développées par le CEREMA. On a une partie de notre activité qui est de l'expertise pure, qui se rapproche d'un bureau d'études
générant des études sur des problématiques de changement climatique, des problématiques d'infrastructures diverses et variées. On a également un développement de guides, de méthodes et d'outils qui peuvent, pour certains de ces outils, servir à l'identification des zones principales qui peuvent être victimes de certaines conséquences, certains impacts du changement climatique. Je pense par exemple aux zones de retrait-gonflement des argiles qui concernent certaines zones importantes dans la région. On a donc les zones inondations qui peuvent être repérées. On a également un outil qui se développe pas uniquement au CEREMA, mais également avec d'autres établissements publics, qui est Agirisc, par exemple, qui permet de mettre en collaboration, de mettre au sein d'un même outil plusieurs bases de données. En particulier, par exemple, les bases de données des zones inondables, des PPRI, etc., avec des bases de données foncières, donc des données très précises foncières, pour évaluer la sensibilité de certaines, de communes particulières, etc. C'est un outil qui est gratuit, qui est d'accès public, même si il faut certaines autorisations qui sont liées à l'usage des données foncières. Mais c'est un outil qui se développe de plus en plus et qui est présenté de plus en plus, justement parce qu'on a vraiment un aspect très territorial et très précis de la façon dont on peut évaluer des vulnérabilités locales. On a également des plateformes d'appui pour des réponses à des questions techniques telles que Expertise Territoire, qui est également développée par le CEREMA, mais sur lequel on va avoir plusieurs établissements publics qui vont pouvoir participer et répondre à des problématiques précises, sous forme de forums par exemple, ou de choses comme ça. Et plusieurs outils d'adaptation, plusieurs guides qui sont disponibles, certains gratuitement, certains autres non, sur le site du CEREMA et puis sur d'autres. Plusieurs qui concernent l'adaptation au changement climatique, y compris des problématiques plus précises, par exemple la gestion des eaux pluviales dans ce contexte, ou la gestion des îlots de chaleur en ville, des choses comme ça. Donc toutes ces ressources sont consultables et mobilisables sur le site internet du CEREMA et puis sur d'autres plateformes également. Si je dois citer certaines actions qui vont avoir un lien avec la résilience des territoires vis-à-vis du changement climatique, qui sont des actions locales, on va avoir par exemple, on a travaillé assez récemment encore sur des problématiques de ruissellement avec l'Adréal, qui nous avait sollicité pour plusieurs communes qui étaient, pour avoir une évaluation de ce ruissellement-là, mais surtout une méthodologie à appliquer qui permettrait d'avoir des données plus précises qui permettent d'adapter les structures au changement climatique futur. Comment on a également plusieurs actions sur, j'avais parlé du retrait-gonflement des argiles, on a des recherches qui sont en cours pour adapter notamment les infrastructures routières. On va avoir de gros désordres qui vont se produire liés au retrait-gonflement des argiles de façon générale, mais à la gestion de l'eau de façon plus globale. Ce type d'études est très importante parce que le contexte de changement climatique implique que, comme ça a été évoqué avant, on est dans une logique de changement continuel en fait. On n'est pas dans une logique comme ça pouvait l'être précédemment, où on va concevoir un ouvrage pour des périodes de vie de 25, 50, voire 100 ans pour vraiment des ouvrages publics majeurs. Sur ces périodes d'existence des ouvrages, on va avoir un changement qui va être perpétuel en fait. Donc on ne va pas avoir la durée de vie escomptée de l'ouvrage en fait va pas représenter un état stable de l'environnement dans son ensemble. C'est pour ça qu'il faut avoir vraiment des logiques qu'on appelle de résilience. On développe aussi un outil qui s'appelle la boussole de résilience pour essayer de prendre en compte tous ces aspects-là dans la conception des ouvrages futurs et la conception, y compris même très amont, la sensibilisation des populations.
l'identification des problématiques qui peuvent advenir, des choses comme ça. Voilà. Je pense que oui, c'est un bel exposé déjà de choses. des actions et des interventions du CEREMA. Quand vous arrivez sur le terrain auprès d'une collectivité, vous réunissez j'ai entendu parler des institutionnels tels que l'Adréal. Comment vous faites en sorte que tout le monde travaille ensemble et que se passe-t-il après la phase étude? Qui est maître d'ouvrage des travaux? Comment tout ça se réalise? Alors, voilà, ça va dépendre des sollicitations. On travaille principalement sur sollicitation. On peut avoir certaines actions, certaines missions qui vont être de l'ordre de ce qu'on appelle, nous, l'innovation, desquelles on peut, par exemple, être financeur en partie ou des choses comme ça, qui sont plus de l'ordre de la recherche sur des thématiques qui vont nous intéresser ou sur lesquelles les directions générales vont nous solliciter. Pour ce qui est de la logique de déroulement d'une action, on va être, c'est ça, sur une sollicitation initiale. Ensuite, on va généralement, voilà, ça dépend vraiment de la personne qui nous sollicite. On travaille vraiment avec beaucoup d'organismes différents. On va pouvoir travailler avec l'Adréal, avec les DG, même à l'échelle nationale, où on va pouvoir travailler, être sollicité même par une petite commune pour un désordre qui s'est produit, savoir quelle serait la logique déjà pour intervenir, mettre en sécurité des choses vraiment de niveau initial, et avoir une logique de plus long terme pour savoir comment prévenir ce type de désordre dans l'avenir. Donc voilà, on a vraiment une grande diversité de choses. On intervient, voilà, après qu'il y ait eu l'identification soit d'un thème de recherche, soit d'un problème établi. On effectue notre étude, et ensuite les maîtres d'œuvre vont aussi sont soit ceux qui nous ont sollicités initialement, donc voilà, de nature très différente, soit qui vont être désignés par la personne qui nous a sollicité. Donc voilà, ça peut être, en fonction des actions, ça peut être très divers. On travaille beaucoup avec les DIR également, les directions des routes. Voilà, ce que j'avais compris. Voilà. Je sais qu'on a eu l'intervention pour les ponts récemment, où on a fait une intervention auprès des sénateurs, le programme national pont. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on a donc c'est ça, c'est divers acteurs, et quelque chose me sort de la tête. Et puis finalement, le projet d'aménagement s'adapte aussi en fonction des préconisations en amont, et permet de mettre en place des choses vertueuses, des projets vertueux. C'est ça. On a quand même des subtilités. C'est que, en fait, donc le CEREMA est composé de plusieurs agences localisées. On a plusieurs agences qui sont du côté de Lyon, etc. Donc plusieurs études qui sont focalisées sur les grandes agglomérations, par exemple. Et c'est vrai que notre spécialité locale, on va dire, c'est d'avoir des communes qui sont plus rurales. Donc on va avoir une action qui va être généralement un peu plus proche des territoires, plus localisée. Voilà. Après, c'est ça, on a toujours cette vision, quand bien même, quelle que soit l'action menée, d'avoir une logique de création d'une méthodologie générale qui puisse pour être avoir, reproductible. C'est ça. Comment on prend en compte le caractère unique de chaque localité. C'est l'intérêt d'outils tels qu'Agirisc pour identifier vraiment les problématiques très locales. Mais le fait est qu'on a des problématiques qui sont un peu différentes des autres secteurs français. On va avoir des choses qui sont beaucoup plus urbaines. On essaie quand même de se focaliser sur vraiment les problématiques en Bourgogne-Franche-Comté davantage. Monsieur Mourlon, vous vouliez intervenir? Je vois juste qu'on pense bien dans nos échanges à dire qu'une grande partie du récit qu'on doit construire en matière d'aménagement du territoire, en matière de lutte contre les risques, il passe par le SCOT, le PLU, PLUI. Voilà, il y a 15 ans, un des sujets, donc le récit, c'est les élus qui s'en emparent et qui le partagent avec la population au travers de ces outils-là. Et je reviens sur l'outil EPF, hein, je veux dire, la question de démarrer dans le PADD par une stratégie foncière fait partie vraiment des sujets qui doivent être développés. J'ai un doute sur mon logiciel qui, à l'époque, on disait on veut rendre la stratégie foncière obligatoire. Je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui, mais c'est fortement recommandé, notamment par les différents acteurs. Le CEREMA peut aider aussi les collectivités à travailler là-dessus. Et elle s'avère indispensable aussi pour des questions d'anticipation sur le foncier notamment. Merci.
Voilà, je voulais qu'on en vienne maintenant à Monsieur Philippe Amiotte-Suchet, enseignant-chercheur. Je vous laisse le temps de vous présenter et puis évidemment de nous indiquer un petit peu la nature de vos travaux et éventuellement de nous préciser quelles sont les recherches actuelles sur les impacts du changement climatique en Bourgogne-Franche-Comté. Oui, merci. Donc je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne. Je travaille particulièrement dans plusieurs domaines des sciences de l'eau, mais ces dernières années, j'ai participé, j'ai été promoteur d'un certain nombre de projets en hydroclimatologie. Donc on est tout un groupe à l'Université de Bourgogne, Bourgogne-Europe maintenant, qui travaillons en fait sur les liens entre précipitations, débit des cours d'eau, température, ce qu'on appelle l'hydroclimatologie en fait. Donc on est 5 ou 6 à travailler là-dessus, et moi je suis plutôt sur la partie eau, débit des cours d'eau, notamment. Alors, bon, on peut passer cette vue-là dont on a déjà un tout petit peu parlé, qui est l'augmentation des températures. Et puis on peut aussi passer sur celle-là qui est le rapport de l'IPCC, donc du GIEC, qui est l'image qui fait peur. Et je voulais peut-être m'arrêter un petit peu là-dessus, parce que ça fait en fait depuis les années 2000-2010 qu'on travaille sur cette problématique-là, avec les collègues climatologues du laboratoire Biogéosciences à Dijon. Et on a clairement montré que les températures augmentaient en fait pas de façon forcément complètement progressive, mais par palier. C'est-à-dire qu'en fait on avait ce qu'on appelle des ruptures climatiques. Il y a une rupture climatique avérée qui est reconnue partout en Europe de l'Ouest notamment, en France, et qu'on a mis en évidence également à l'échelle du territoire Bourgogne-Franche-Comté, qui est la rupture climatique de 87-88. Donc c'est très précis, très précisément localisé dans le temps. En fait, dans le cadre de cette rupture climatique, on a pris 1,1 degré en fait. C'est-à-dire que la période postérieure à 88 était en moyenne 1,1 degré plus chaude que la période antérieure. Et puis à l'époque, je me souviens, on avait dit, en tout cas on avait des modèles de simulation, parce qu'on utilise beaucoup de simulations numériques évidemment pour se projeter dans le futur. Et on avait projeté dans le futur qu'il y aurait une prochaine rupture climatique aux alentours de 2015-2016. Et alors là, je vous présente les résultats des données observées, donc ce n'est pas de la simulation évidemment. Et on commence à entrevoir assez clairement également une deuxième rupture climatique, en termes de température en tout cas, sur l'année 2014-2015. Voilà, où là on prend pas tout à fait 1 degré en plus aussi. Évidemment, entre ces ruptures climatiques, on a toujours les températures qui progressent positivement. Et ce qui est important de remarquer également, c'est que en fait, vous avez des années qui vont être très chaudes, d'autres années qui vont être un petit peu moins chaudes. Mais typiquement, par exemple, si je regarde les années les moins chaudes à partir de 2015, eh ben, elles correspondent en fait aux années très chaudes de la période des années 70-80. C'est-à-dire que en fait, plus on va progresser et plus en fait les années fraîches entre guillemets seront de toute façon correspondront à des années chaudes antérieures. Alors ça a évidemment des conséquences. On en a parlé évidemment déjà ce matin sur l'évapotranspiration, et donc ça va avoir un impact sur la quantité d'eau disponible. On peut peut-être passer à la diapo suivante. Et on pose souvent la question des précipitations. On a l'impression que les précipitations vont suivre le même mouvement, où en fait quand on regarde les précipitations, les cumuls annuels, donc c'est le graphique qui est sur votre gauche, en fait, alors ça c'est à la fois la période historique et à la fois les simulations, on ne voit pas évoluer les précipitations. Alors vous voyez une courbe moyenne avec une courbe enveloppe avec des minimums et des minima et des maxima, pardon. C'est la moyenne de 18 modèles, donc
on sait que les modèles ne sont pas complètement, ne simulent pas toujours de façon précise. Donc on a des incertitudes, et donc pour prendre en compte ces incertitudes, on utilise plein de simulations et ensuite on regarde ce que ça donne. Donc en moyenne, les précipitations ne vont ni diminuer ni augmenter. Je parle des précipitations moyennes annuelles. Par contre, quand on regarde le régime saisonnier des précipitations, là on voit clairement ce qu'on ressent déjà depuis une dizaine d'années en fait, c'est que le régime saisonnier des précipitations va s'accentuer, ou en tout cas on va avoir beaucoup moins de précipitations en été et beaucoup plus en hiver, pour compenser ce qui va manquer en été. Souvent, dans l'inconscient collectif, non, ça va. Dans l'inconscient collectif, on dit ouais, il pleut moins en été et il pleut plus en hiver. Si on regarde jusque dans les années 2000, les cumuls, le régime saisonnier, les cumuls mensuels par exemple, montrent très clairement qu'on a à peu près autant de précipitations en hiver qu'en été. Simplement, il y a moins de jours de pluie en été, effectivement, et plus de jours de pluie en hiver. Ce qui est nouveau là depuis une dizaine d'années et qui est confirmé par les modèles numériques qu'on utilise, c'est clairement une accentuation du régime saisonnier. Là, donc vous avez pour la période 2011-2040, vous voyez qu'on garde encore quand même des cumuls de précipitations non négligeables en été. Et puis, plus on va aller, plus on va progresser dans le XXIe siècle, et puis en fait, les déficits de précipitation, puisque là, ce sont des écarts à la moyenne. Donc, dès que vous êtes en négatif, ça veut dire que vous avez un déficit de précipitation par rapport à la moyenne. Eh ben, on voit très bien que ces déficits de précipitation vont s'accentuer en été. Et donc ça a un impact fort sur la ressource en eau. En tout cas, dans nos régions, on sait très bien que la ressource en eau, en tout cas les tensions sur la ressource en eau, elles existent déjà en été. Et ces tensions, évidemment, elles vont être encore accentuées par ce déficit de précipitation. Et on peut passer à la dia suivante pour voir l'effet sur les débits. Et donc, quand on simule les débits, alors là, je vous ai donné l'exemple de la Seille à Saint-Usuge, donc c'est vraiment à l'aval du bassin versant, et puis de Larroux à Dracy-Saint-Loup. C'est juste, on est dans des contextes hydrologiques et hydrogéologiques complètement différents. Donc, on est sur Bourgogne-Franche-Comté. Et en fait, on a, quel que soit le bassin versant, nous on a regardé 13 bassins versants dans le cadre de ce projet-là. Quel que soit le bassin versant, on a exactement les mêmes, à quelques nuances près, on a exactement les mêmes comportements. C'est-à-dire que les débits vont plutôt augmenter en hiver et ils vont drastiquement diminuer pendant les mois d'été. Donc ça, c'est à l'image, je dirais, du régime saisonnier des précipitations, mais les débits vont suivre exactement le même mouvement. Et plus on va progresser dans le XXIe siècle, plus ça va s'accentuer. Alors on peut regarder la suivante aussi, qui à mon avis est encore plus intéressante. Donc le premier impact, c'est évidemment l'impact sur les débits d'étiage, donc les débits estivaux. Aujourd'hui, alors ça peut varier d'une rivière à l'autre en fonction de sa situation, mais on a à peu près une quarantaine, entre 30 et 40 jours d'étiage, c'est-à-dire sous le niveau d'étiage par an. À l'horizon 2100, si les simulations, enfin en tout cas si les trajectoires se confirment, on aura doublé en fait la période d'étiage. On aura 80 jours d'étiage. Et donc ça c'est considérable en fait. C'est considérable. Donc là pareil, vous avez la moyenne à courbe enveloppe, donc on tient compte des incertitudes, etc. Là, en l'occurrence, quand on fait des simulations sur les débits comme ça, on a 78 simulations différentes, et je ne vous montre que pour tenir compte de toutes les incertitudes. Et puis donc l'exemple sur là à Dracy-Saint-Loup, là en termes de débit d'étiage, aujourd'hui le débit d'étiage on est à 0,3 mètres cubes seconde, il aura diminué de moitié à l'horizon 2100. La dia suivante. Alors ça c'est des résultats extrêmement récents qu'on vient de publier là ce printemps, ça date du mois d'avril. C'est les travaux qu'on a menés avec Dijon Céréales et puis la Fédération de coopératives Alliance BFC, que vous connaissez peut-être.
sur les pertes de rendement associées au stress hydrique. Donc, il ne s'agit pas des pertes de rendement telles qu'elles vont réellement avoir lieu. Nous, on a juste calculé, en fait, puisqu'en fait, comme on aura plus d'évapotranspiration, on a plus de stress hydrique, notamment au printemps et en été, pour les cultures. Et donc, on évalue cette perte de rendement, mais strictement liée au stress hydrique. Donc, je ne vais pas forcément commenter beaucoup la dia ici, mais vous avez en bleu donc, le coefficient de stress hydrique. Et donc, plus il baisse, plus les cultures vont être en stress. Et puis, les pertes de rendement associées, qui sont en marron, évidemment, en fonction des cultures. On voit évidemment que, par exemple, pour le blé d'hiver, c'est évidemment un peu moins... les pertes de rendement et le stress est un peu moins présent. Et évidemment, pour le maïs, c'est vraiment la culture qui va le plus souffrir. Et puis, je vous ai mis l'exemple des prairies. On est dans une région où on a quand même on a de l'élevage, où on a beaucoup de prairies de fauche. Et donc, on va avoir des pertes de rendement relativement importantes sur les prairies. Alors ça veut dire aussi que, donc ça, c'est évidemment hors périmètre d'irrigation. Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, les filières agricoles, l'agriculture va avoir besoin probablement d'irriguer ou en tout cas de mettre en place des pratiques qui vont permettre de, en partie, limiter ces pertes de rendement. Et donc il va y avoir évidemment un besoin en eau supplémentaire qu'on n'imagine pas forcément toujours. Et évidemment, ce besoin en eau, il est toujours à la mauvaise saison, c'est-à-dire là où on aura de moins en moins de pluie. Voilà. Alors, merci de cet exposé. Justement, comment vos travaux viennent en aide aux élus? Par quel biais? Est-ce que c'est par les documents de planification? Comment vous arrivez à vous intégrer dans un schéma réglementaire également pour aider les élus dans leur politique? Alors, en ce moment, je dirais que c'est une tendance générale au niveau national, si ce n'est au niveau international. On travaille de plus en plus en recherche participative. Actuellement, on est en train de terminer un projet de recherche participative financé à l'échelle nationale par l'Agence nationale de la recherche. Mais nous, on travaille dans le Morvan, en fait, sur le site de Bibrac, dans le site de France, donc avec 12 communes, sur la problématique de la gestion de l'eau. Sur ces communes-là, qui est une gestion collective, mais à l'échelle infracommunale, parce que souvent c'est le fait d'associations syndicales libres. Donc c'est des hameaux, en fait, donc des foyers d'un hameau qui se regroupent pour capter une source et gérer un petit réseau d'adduction en eau potable. Il n'y a pas de compteur, on ne compte pas il n'y a pas de facturation, il n'y a pas de compteur. Et évidemment, quand on a des étés qui sont secs et qu'on voit le débit de la source diminuer, on se dit, est-ce qu'on va pouvoir passer l'été? Le fait qu'il n'y ait pas de compteur, c'est-à-dire qu'on ne sache pas qui consomme quoi, crée des tensions, en fait. Donc on regarde ça d'un point de vue sociologique, parce que c'est un projet transdisciplinaire. On regarde ça d'un point de vue évidemment hydroclimatique. Et c'est de la recherche participative, c'est-à-dire qu'on va co-construire le projet avec les acteurs du territoire, d'une façon générale. On va, nous, progresser dans la connaissance parce qu'on aura des collègues, j'ai envie de dire, sur le territoire qui vont faire des mesures, qu'on va, nous, pouvoir intégrer à nos modèles de simulation, par exemple. Et en même temps, ces acteurs du territoire, ils vont, eux aussi, pouvoir intégrer ces éléments de connaissance dans leurs pratiques quotidiennes et puis monter aussi en compétences. Donc ça, c'est la recherche participative. Alors, on parle aussi beaucoup de Living Lab en ce moment, à l'échelle nationale. Et puis, il y a la deuxième chose, c'est assez récent aussi, puisque ça a été... c'est une structure qui a été définitivement actée fin 2024, qui est le GREB, donc le groupement régional d'experts en biodiversité et en environnement. Donc c'est à l'initiative du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, donc qui regroupe un ensemble d'experts scientifiques dont je fais partie, mais je ne suis pas le seul, et dont la vocation est effectivement de donner des éléments de connaissance, de délivrer de l'expertise, mais vraiment dirigée vers les collectivités, qu'elles soient territoriales ou qu'elles soient locales. Voilà. Et donc ça démarre juste, on espère produire
nos premiers résultats fin 2025, début 2026. Voilà. Donc c'est imminent. C'est timide. Ok, merci à vous. Monsieur Mourlon, tout à l'heure, vous avez évoqué l'angle foncier, l'angle de la maîtrise foncière qui est vraisemblablement très important et certains des EPF ont déjà agi, mais vous aviez un exemple précis éventuellement à nous raconter. Alors dans l'emportement, je suis monté sans mes fiches. Mais on en a plusieurs sur lesquels on va intervenir, sur lesquels on a intervenu en maîtrise foncière. J'ai évoqué tout à l'heure le Marais de Chambly. Voilà. En fait, on a 3 grandes familles aujourd'hui où on va aider à faire des acquisitions et ça va permettre de réaliser des opérations. Donc on a la famille espace de bon fonctionnement d'un cours d'eau. Donc là, on est sur acquérir des parcelles qui sont proches de la rivière pour arriver à redonner à la rivière sa capacité à s'étaler l'hiver quand il y a trop d'eau. On a vu qu'il y aurait sans doute plus d'eau prochainement dans la période hivernale. Et l'été, qu'elle puisse couvrir un maximum, en tout cas, de son territoire. Donc là, on est sur des choses qui ont pu être faites sur la Loue. J'ai montré les images tout à l'heure. Je dis ce que Vincent, je le vois là. On est sur la Bénus, c'est ça ? On est sur la Vénus, il me semble. Pardon ? D'accord. C'est juste à côté, voilà. Il nous semblait. On a une autre grande famille d'opérations qui est vraiment la restauration de milieux humides. Donc là, la restauration de zones humides pour leur redonner leur fonctionnalité. Donc il y a une opération sur les tourbières du Jura, avec le PNR du Jura qui est en cours d'acquisition, parce que en fait ces milieux humides de tête de bassin, ils vont récolter l'eau et c'est ceux qui vont nous assurer aussi qu'en tête de bassin, on a une eau de qualité qui va aller vers le territoire. Donc on a des opérations également de maîtrise là, sur ces tourbières. Et en fait, s'il n'y a pas une intervention publique pour aider à acquérir et apporter et puis à restaurer, souvent on trouve pas, on va pas trouver forcément facilement les financements privés, même si je suis complètement d'accord avec Olivier. Un bon projet trouve toujours son financement, et plus encore aujourd'hui sur la question de l'adaptation au changement climatique, où on commence à être tous alignés vers l'objectif. Mais voilà. Donc on a cette restauration de milieu, et on a, par exemple, je citais tout à l'heure le Marais de Chambly, sur lequel je crois qu'on a une opération, une inauguration qui doit être prévue en octobre avec la Fédération des chasseurs du Jura, qui est également une restauration sur ce territoire pas très loin d'ici. Puis une dernière famille d'opérations, on est sur des captages. Vous savez, une problématique, ou en tout cas un débat récurrent qui était arrivé en 2020 avec notamment sur certains moments des élections municipales, des questions autour de la protection des captages, de l'arrêt des pesticides autour des captages qui a été demandé par plusieurs communes. Donc il y a une sensibilisation autour de ces captages, comment on arrive à préserver, ou en tout cas à mettre en place, par exemple, ce qu'on appelle des obligations réelles environnementales. C'est un mot que vous connaissez, qui est traduit de la loi biodiversité, de reconquête de biodiversité de 2016, qui avait été inventé par mon prédécesseur Laurent Roy quand il était directeur de l'eau et de la biodiversité d'ailleurs, qui est un dispositif qu'on inscrit lorsqu'il y a un portage et une acquisition foncière devant le notaire. On inscrit dans l'acte notarié un certain nombre d'obligations qui permettent soit une pratique culturelle, soit une pratique forestière, soit un truc qui préserve l'environnement sur les parcelles qui sont acquises pendant une durée minimale, je crois, de 30 ans, mais ça peut être 99 ans, et qui est contre une éventuelle rémunération. Et ça, on peut faire autour de captage. Et une des communes qui est souvent citée en exemple, parce qu'une des premières à réfléchir là-dessus, c'est Lons-le-Saunier, qui était à l'époque inspiré par une commune allemande, par Munich en l'occurrence, qui avait fait ça dans les années 2000 ou 90, pour arriver à organiser la maîtrise foncière autour des captages, pour imposer une non-utilisation de pesticides autour de ces captages, pour arriver à préserver l'eau. Et vous avez sur Lons-le-Saunier des exemples. Voilà, sur ce territoire, que ce soit sur la biodiversité, sur l'espace de bon fonctionnement ou sur les captages, on a beaucoup d'actions qui ont été mises en place. Et qui permettent de s'adapter au changement climatique à plus d'un titre. Effectivement, on a énormément d'exemples dans la région. Moi, je pense par exemple à un autre exemple sur la commune de Loulan, en Haute-Saône, où ils ont fait un très très beau projet aussi de solutions fondées sur la nature, dans lequel c'était un village, dans lequel
il y avait chaque année des inondations dans le village. Ils avaient en plus des problèmes d'eau, toute une série de pertes de biodiversité. Et par ce projet de solutions fondées sur la nature, dans lequel ils ont repensé le ruisseau, repensé l'écoulement, ils n'ont plus d'inondations, créé une réserve d'eau. C'est comme ça que le maire présente son projet. Il présente la zone humide et il dit « Voilà ma méga-bassine ». Sa méga-bassine, c'est une zone humide qui stocke des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau de façon extrêmement efficace pour l'eau potable et pour l'agriculture. Et avec en plus un projet touristique, puisqu'on a transformé un espèce de torrent qui était parfois vide, parfois en inondation, coulant très vite, en une magnifique zone humide avec des espaces de tourisme. Et je pense que c'est ce qui caractérise tous ces projets, c'est que les co-bénéfices sont extrêmement nombreux. C'est-à-dire qu'on ne traite pas un seul sujet. On ne traite pas juste un projet de ressources en eau, on ne traite pas juste un projet d'inondation, on ne traite pas juste un projet de biodiversité. Ces projets ont l'avantage d'avoir énormément de co-bénéfices et d'avoir une vision globale de tous les sujets dans lesquels, en traitant un, on en traite beaucoup en même temps. Et en termes de financement, il y a vraiment des financements importants de l'Agence de l'eau. Il y a d'autres outils qui se développent, notamment les outils de compensation. Je pense aux zones naturelles de compensation et de restauration de la nature, qui sont un outil qui sont en train de se développer énormément dans la région. Dans le projet de Loulan, il y a eu une subvention très importante de l'Agence de l'eau, mais il y a eu aussi des financements de SNCF Réseau. On peut se demander qu'est-ce que SNCF Réseau vient faire dans cette commune. Ils avaient besoin de compensation dans des projets qu'ils menaient, et donc ils ont par des actions de compensation financé ce projet. On est sur un projet qui est quasiment à 500 000 €. Vous voyez, pour une commune qui doit faire, je pense, quelques centaines d'habitants, financé par l'agence. In fine, le reste à charge est de quelques dizaines de milliers d'euros pour la commune. Et quand on échange avec eux, ce qu'ils disent, c'est vraiment, c'est pas les financements. Les financements sont arrivés. Ce qui est compliqué, c'est de mettre tout le monde d'accord, de convaincre tout le monde, de construire le projet en collectif, de prendre le temps de construire le projet. Et c'est ça qui est compliqué. Le suivi est aussi très important. Mais on est sur des projets qui sont bénéfiques sur une multitude de critères, de sujets. De sujets, oui, merci. Ça résonne aussi avec des projets qui ont été menés par l'établissement public foncier du Doubs par l'acquisition notamment à Mathey du captage en eau superficielle. Alors vous m'arrêtez les collègues si je dis des bêtises, parce que je ne suis pas à l'initiative, mais voilà, je connais aussi un petit peu vos projets. Donc c'était quand même l'acquisition de 35 hectares en 2024, avec une capacité de 400 000 m3. Et cette réserve a vocation à suppléer le captage de Mathey en cas de besoin. Il y a d'autres PF, alors notamment le PFLI Foncier Cœur de France en Centre Val-de-Loire qui est intervenu pour... Alors là, on est dans le post-crise, évidemment, pas sur le reméandrage, etc. Mais ces interventions post-crise ont vocation, et notamment aussi, je pense que Vincent Rémy pourrait nous parler du projet du quartier de la Béra, il me semble, c'est ça, dans le Dauphiné, à Grenoble. Puisque là, les EPF acquièrent pour le compte des collectivités des propriétés, parfois de manière massive, des propriétés pour les déconstruire et désurbaniser et redonner, en fait, dans le cadre de projets vertueux qui sont maturés avec le temps, de la création de parcs agricoles, des parcs naturels, etc. Des collectivités le font également sous leur propre maîtrise d'ouvrage. Je vous citerai simplement l'exemple d'Aglopolis dans le Loir-et-Cher, qui s'est emparé également d'un projet de la sorte. Mais là, on est plus sur des stratégies foncières au lieu d'être en préventif. Je pense aussi on a vocation, nous les EPF, en lien avec les collectivités, à être sur des stratégies préventives. Je
voudrais juste dire un mot. Puis Il on y, va conclure. il y a énormément d'exemples très intéressants dans la région. L'Adréal a publié récemment toute une série de brochures par projet que vous pourrez trouver sur le site de l'Adréal, qui présentent en 2-3 pages, de façon très pédagogique, ces projets. Et je pense que l'intérêt, c'est de diffuser les bonnes pratiques, les bons projets, parce que je dirais la meilleure façon de convaincre et de voir comment, de monter des projets, c'est de voir comment d'autres ont fait, d'échanger entre élus, entre collectivités sur les projets qui ont marché, et quelles ont été aussi les difficultés, quels ont été les arguments pour convaincre, quels sont les bénéfices qu'on constate a posteriori, les bénéfices qu'on avait prévus, puis tous les bénéfices qui sont arrivés, qu'on a découverts a posteriori. Je pense que cet échange de bonnes pratiques au sein de la région est absolument essentiel. Et comment on évalue nos politiques publiques aussi.